Boa tarde, boa noite àqueles que estão nos acompanhando da França. Cumprimentamos os integrantes desta mesa e também a todos os participantes. O ciclo de palestras Cidadanias Híbridas no Mundo Pós-Pandemia é uma realização da Aliança Francesa de Belo Horizonte e da Internet Sem Fronteira Brasil e faz parte da programação do Novembro Digital, festival internacional promovido pelo Instituto Francês e pela Rede Cultural Francesa. Passo agora a palavra ao senhor Olivier Girand, adido de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França em Brasília. Ok, tá bom. Boa tarde, bonsoir à tous. Bon, je crois que ça y est, ça passe sur l'écran. Donc, bienvenue à tous ceux qui vont assister à ces échanges donc, sur les citoyennetés hybrides dans un monde post-pandémie. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les organisateurs de cet événement, Internet sans frontières Brésil et notre Alliance française de Belo Horizonte, dont je salue notre directeur et ami Yves Mahé. Je rappelle que l'ambassade de France au Brésil soutient cette opération dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Fonds d'Alembert, qui est géré par l'Institut français, qui est une agence culturelle de notre État, qui est conçu donc pour soutenir le débat d'idées en associant à la fois la société civile dans des logiques partenariales pour donc débattre de différentes thématiques. Ces orientations thématiques généralement rendent compte de grands projets sociétaux ou de grands enjeux sociétaux, en l'occurrence pour le présent cycle qui nous réunit, puisque nous sommes donc dans ce cycle de débat sur la question de l'homme et de la machine, et plus précisément dans un sous-thème de l'homme et les technologies de l'information. L'humanité se trouve plongée depuis quelque temps au milieu d'un grand bouleversement dont l'étendue comme la forme globale lui échappe bien souvent et qu'on appelle la révolution numérique. Les personnes, pour faire une référence un peu personnelle de mon âge, ont vécu quasiment la moitié de leur vie sans un ordinateur ou un téléphone portable et ont dû s'adapter bien évidemment à ces nouvelles machines et puis aussi à leur évolution, à leur développement très, très rapide. En plus, la pandémie de Covid-19 que nous traversons, nous avons commencé à traverser, dont malheureusement nous ne voyons pas encore la fin, a été un accélérateur brutal de cette mutation en nous contraignant à encore plus de virtualisation de façon forcée dans nos relations sociales. Si l'immédiateté et l'universalité des communications numériques peut sembler d'un côté favoriser le débat, la liberté d'expression, voire certaines formes de démocratie participative, la question de la transposition dans un monde virtuel de nos principes démocratiques se pose malgré tout, et avec elle celle de l'exercice des droits du citoyen, bien évidemment. Ce questionnement se décline dans les domaines de la gouvernance, de l'éducation ou de l'écologie, tous trois traités dans ce cycle et dans bien d'autres domaines encore, compte tenu de ce caractère transversal et global de la révolution numérique en cours. Dans cette approche globale, le dialogue qui se noue entre le Brésil et la France au travers du cycle présent va permettre de riches échanges d'expériences et la construction d'une réflexion partagée. Nos approches et nos ressentis, d'ailleurs, étant quelquefois très éloignés, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à vivre au Brésil sur certaines de ces questions. Notre service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France a, parmi ses missions, celle de faire vivre et d'enrichir cette relation qui implique tout particulièrement d'un côté le monde de la recherche universitaire et de l'autre côté celui de la société civile. Conscient des opportunités et des risques que représente le passage à un âge numérique globalisé,
Le ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères français est convaincu qu'un effort de régulation est nécessaire afin d'organiser un ordre numérique équitable et sûr, favorable surtout au développement de chacun. Au Brésil, ce qu'on appelle la LGPD, la Lei Geral de Proteção de Dados, qui a été votée en août 2018, régit le traitement des données personnelles avec pour objectif la protection des droits fondamentaux, de liberté et le respect de la vie privée. Cette loi est aujourd'hui un défi pour l'ensemble des institutions publiques qui gèrent des milliers d'informations d'ordre privé et qui doivent donc redéfinir leur politique de gestion des données afin de respecter les droits de l'individu. Et la question se pose de façon universelle, bien évidemment. Répondre à ces défis, dessiner les contours d'un monde numérique fait de coopération, d'ouverture et de confiance, tels sont les objectifs de la stratégie internationale de la France pour le numérique. Donc, je suis très heureux de pouvoir ouvrir ces échanges et que je vous souhaite très fructueux. Et donc, je souhaite un bon colloque de votre attention. Je dirige cette association franco-brésilienne, mais au nom de cette coopération franco-brésilienne que nous mettons en œuvre ici, je vais parler en portugais. Je vais dire mon bonjour à toutes et à tous qui participent et qui nous écoutent aussi à travers les réseaux sociaux. Je m'appelle Florence Poznanski. Actuellement, je suis en France à ce moment-là. Toute cette coopération va dans tout le sens. Et c'est déjà la nuit, le soir. Je voudrais vous dire bienvenue. Je voudrais dire comment nous sommes contents de pouvoir participer à cette rencontre. L'Internet sans frontières est une association qui est née en France en 2007 et elle s'est étendue à plusieurs espaces dans le monde, surtout en Afrique et aussi au Brésil depuis 2013. Elle a la mission, la défense de la liberté de l'expression et la défense de la protection de données personnelles et la construction d'une gouvernance de l'Internet plus juste et plus équitable. À Belo Horizonte, alors, nous sommes depuis 2013 et nous avons mis en place deux axes d'action. Le premier qui était ciblé sur les moyens de communication, que ce soit à travers des actions de littératie médiatique dans les écoles. Nous avons développé plusieurs actions dans les écoles pour encourager les jeunes élèves à avoir un regard critique à propos de l'information. Et nous sommes aujourd'hui même une émission radio aux professeurs pour qu'ils puissent utiliser cet outil. Nous composons aussi deux grands fronts nationaux de mobilisation qui vont aider à construire des politiques publiques plus justes. La première est le Forum national pour la démocratisation de la communication et l'autre est la Coalition droit en réseau. Ce sont des organisations très importantes qui nous aident aujourd'hui à construire cette politique publique et nous essayons d'une certaine manière avec nos bras et nos branches et avec beaucoup de dévouement de tous. Je profite ici pour dire bonjour à Jacqueline, Vladimir. Jacqueline, c'est du financier. Vladimir est le vice-président. Fabrice, qui est professeur et qui va être médiateur dans une des tables sur l'éducation. Ariane Silva, qui vient d'arriver et en tant que journaliste nous a apporté beaucoup de travaux, beaucoup de mobilisation par rapport à la sécurité numérique. Et là, nous sommes en partenariat avec l'Alliance française. Nous remercions l'invitation, ce qui nous donne la possibilité d'apporter aujourd'hui au thème une discussion fondamentale. Comment la vie numérique est entrée dans nos vies et comment elle va traverser notre vision de penser la citoyenneté. Parce que nous savons qu'il y a dans le monde que nous n'élisons pas les représentants qui prennent les décisions numériques. Avec cette petite provocation, je veux dire bienvenue à nos trois intervenants. J'invite à tous et à toutes
de suivre les prochaines tables qui vont se passer. Boa noite a todos, bonne soirée à toutes et à tous. Vamos ouvir primeiramente o professor Sérgio Amadeu da Silveira. D'accord. D'abord, on va écouter M. Sérgio Amadeu da Silveira, docteur en sciences politiques par l'USP, professeur à l'Université fédérale de l'ABC, membre du comité scientifique délibérateur de l'Association de chercheurs en cyberculture. Il a été président de l'Institut de l'information. Il est aussi auteur, parmi d'autres, du livre Démocratie et le Code invisible. Professeur, tout particulièrement après les révélations d'Edward Snowden, on parle beaucoup de données, de vigilance et de contrôle social. Cependant, nous nous sentons confortables d'utiliser les outils technologiques et nous cédons nos données avec une certaine facilité. Qu'est-ce qui est la datafication? Quelles sont les implications à la citoyenneté de la datafication de la vie et de la concentration des médiations sur les plateformes digitales? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. D'abord, je voudrais remercier l'invitation d'Internet sans frontières. Je dis mon bonjour à Florence, à toutes et à tous qui sont là. Je vais utiliser une présentation, un topo. Je vais utiliser des topos pour pouvoir repérer mieux ce que je voudrais vous exposer ici, tout particulièrement pour répondre à cette question. La datafication est un processus qui n'est pas le même que la numérisation. Les images que je vous montre ici, ce sont des images de data centers gigantesques qui sont éparpillés par la planète, surtout dans le monde technologiquement riche. Ce sont des stockages de données et des données de toutes les actions de personnes et des dispositifs. Ces data centers, ils ne font pas seulement la numérisation de ce qui est nécessaire à notre existence, la production universitaire, la production littéraire, les images, non. Ces data centers, ils stockent des données sur le mouvement et sur le comportement des personnes. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce capitalisme numérique que je l'identifie en tant que capitalisme numérique dirigé, conduit par des données, j'aime bien montrer cette image. C'est une serrure typique du monde industriel. Son objectif est celui de permettre l'accès ou nier l'accès à un passage tout en permettant l'accès à ceux qui ont la clé analogique physique. Quelle est la différence de cette serrure à celle-là que je vous montre maintenant, une serrure digitale? Elle fait pratiquement la même chose, elle fait pareil. Elle va donner l'accès ou nier l'accès à un passage donné. Mais maintenant, elle permet aussi que vous ouvrez, non avec seulement une clé, mais avec un mot de passe ou avec la biométrie ou avec une carte magnétique. Au-delà d'ouvrir et fermer un passage, elle va générer une infinitude de données sur l'acte qu'elle a réalisé. À quelle heure le passage a été ouvert, qui a ouvert, avec quel dispositif, mot de passe, biométrie, combien de fois par jour, combien de fois par mois. Elle nous permet d'extraire plusieurs informations qui n'étaient pas quelque chose qui existait dans le monde numérique au début de ce monde-là. Le monde numérique, il s'est structuré autour de modèles d'affaires basés sur la collecte massive et expansionnaire de données, ce qui a généré un problème très grave. Nous, qu'au début du 21e siècle, dans le début du numérique, on aurait une amélioration sur la question environnementale, surtout en éliminant le besoin de couper des arbres, d'utiliser le papier. Aujourd'hui, nous voyons une nécessité absurde de réfrigérer de l'eau, des dissipations de chaleur, c'est-à-dire nous passons aujourd'hui à des impacts environnementaux, non seulement du numérique, mais de la collecte massive, permanente de données.
Cette collecte qui anime le modèle d'affaires du capitalisme actuel. Nous sommes arrivés à un point où le Conseil d'Amsterdam a interdit l'installation de nouveaux data centers à cause de leur impact environnemental impressionnant dans cette région-là. En fait, ce monde numérique basé sur les données a dans l'organisation des plateformes son structure la plus adéquate. Les plateformes numériques, donc, elles vont commander un écosystème numérique datafié qui va chercher à convertir tout le flux de la vie en données. Le modèle d'affaires único, mas o dominante. Dominant, pas seulement, mais le modèle dominant est celui d'offrir des interfaces et des services gratuits dans le but d'extraire la plus grande quantité possible de données de ses usagers. Cette collecte de données personnelles et cette offre d'interface des services gratuits génèrent des affaires milliardaires, comme par exemple, à peine en 2019, 5 de ces plateformes globales, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, elles ont eu un chiffre d'affaires de 899 milliards de dollars. Somente dessas 5 empresas. Cette quantité, seulement de ces 5 sociétés, elle équivaut à 48,8% du PIB du Brésil dans la même année, qui a été de 1,839 milliard. Ce chiffre représente 2 fois le PIB de l'Argentine, 3 fois le PIB du Chili et 16 fois le PIB du Uruguay. Tous ces chiffres-là sont rapportés au dollar moyen de 2019, ce qui va nous montrer le pouvoir géant de ces structures de collecte et de traitement de données. Les plateformes, elles peuvent contrôler et moduler l'offre et la demande des actions, des services et des produits. Non seulement dans la communication, elles sont dans le transport, en médecine, en logistique, en environnement et dans l'agriculture. Mais elles avancent de plus en plus en train de collecter des données de l'offre et de la recherche des activités. Les réseaux sociaux en ligne, elles sont une de ces plateformes. Elles se lient à des groupes comme Facebook qui possèdent d'innombrables entreprises et qui maintenant ont une holding qui s'appelle Beta, suivant le Google qui a une entreprise qui s'appelle Alphabet. Plusieurs chercheurs ils pensaient que les réseaux sociaux émanés de ces plateformes et gérés par des algorithmes, elles bénéficieraient de la polarisation. Mais je voudrais vous attirer l'attention ici, parce qu'il y a ce qu'elles vont bénéficier, favoriser, est la spectacularisation. La spectacularisation qui Guy Debord, en 1968, a lié à une énorme collection de marchandises qui avaient besoin d'être vendues, et donc le capitalisme s'était structuré comme un capitalisme imagétique, un capitalisme visuel, mais un capitalisme de passivité. Foucault, il pourrait dire, mais la spectacularisation n'est pas ce qui se passe maintenant. Mais dans le réseau numérique, nous voyons que la spectacularisation, elle vient favoriser et augmenter l'extraction de données parce qu'elle fait que les gens restent à accompagner et à suivre tout ce qui est spectaculaire. Même notre propre vie doit être spectacularisée. Le tweet, le post est basé sur ces données et les données collectées des usagers. Ces plateformes, elles viennent moduler l'attention. Donc, dans ce réseau numérique, nos identités sont mobiles. À chaque jour, Google, Facebook, ils cèdent plus sur chacun d'entre nous. Ils veulent connaître de plus en plus chacun d'entre nous avec la collecte permanente au BQ, avec cette extraction permanente et donc de plus en plus de structures, la compétition basée sur cette collecte de données sur nous et qui va retourner sur nous-mêmes avec la gestion
algorithme. Que também vai formatando Cette gestion, elle va mettre en forme aussi notre perception. Comme Gilles Deleuze le disait, le langage numérique du contrôle est le fait des chiffres. Ils vont repérer l'accès à l'information ou à la réjection. On n'est plus face aux par masse individus. Les individus, ils sont devenus individuels, divisibles, et les masses sont devenues des échantillons de données des marchés ou des banques. C'est vraiment impressionnant parce que Deleuze, il n'a pas connu le sommet de cet Internet que nous vivons aujourd'hui. Mais ici, on peut voir que tout le temps, il nous loue nos profils, ils nous mettent dans des échantillons et dans des bases de données à être vendus à ceux qui ont de l'argent pour que le contenu nous atteigne et le service aussi. Le service de vente est devenu le centre ou l'âme de l'entreprise. Je vous renseigne ici que l'entreprise a une âme, ce qui est effectivement la nouvelle la plus terrifiante du monde. Le marketing est maintenant l'instrument de contrôle social. Il forme la race imprudente de nos seigneurs. C'est impressionnant comment Deleuze a pu prendre ce qui était à venir, comprendre ce qui était à venir. Et pour qu'on puisse construire une citoyenneté dans cette situation, il faut rompre l'aliénation technique. Il faut voir que la technologie est un des principaux éléments de la formation du pouvoir économique et politique. Il faut aussi rompre la croyance de la neutralité des plateformes. La gestion algorithmique, elle est médiatrice, elle n'est pas intermédiaire, elle doit médier ce que nous faisons et elle réduit la réalité, elle met la réalité plus courte et nous offre des options à la plupart de celles-ci, qui sont monétisées bien sûr. Il faut rompre avec l'objectivité et la naturalisation de données. Les données ne parlent pas par elles-mêmes. Les données, elles ne sont pas naturelles, elles dépendent de dispositifs de captation. Nous devons rompre avec, comme je pourrais dire, cette croyance de l'absolu de données. Rompre avec l'idée que ces technologies numériques viennent bénéficier de tous les groupes sociaux et les sociétés, et qu'elles ne nous apportent pas d'asymétrie. Non, les technologies numériques, elles nous apportent d'innombrables possibilités si elles sont démocratisées et si elles sont maîtrisées par la diversité et non par le pouvoir économique. Alors, je vais vous donner un exemple ici, un exemple dramatique. Qui est une non-question pour la presse brésilienne qui est dominée par le néolibéralisme. Ici, nous avons l'application du gouvernement fédéral, le SOGOV.br. Il doit être installé par 1 million de fonctionnaires publics civils et militaires pour recevoir leurs allocations. SOGOV, toujours que le fonctionnaire va avoir des vacances, va accompagner sa vie, il va utiliser le chat de l'application. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il tape sur le site va au Cercle, une entreprise fédérale brésilienne, et de là, elle va vers l'IBM. Et là, je vais donc vous lire juste un extrait que j'ai pris ici. Après cette période de 30 jours, les données sont exclues en définitive. Cet stockage de données sur IBM est là l'objectif de pourvoir l'apprentissage de machines de l'outil de chat nommé WhatsApp, où les interactions des usagers sur le chat sont utilisées pour l'apprentissage par l'ordinateur qui va envoyer des réponses automatiques lorsque l'usager est accueilli à travers le chat de SOGOV. En fait, ce terme d'utilisation n'est pas correct. Le IBM Watch n'est pas un service de chat. C'est un ordinateur et un ensemble d'algorithmes. C'est un ordinateur qui est dehors du Brésil, où le gouvernement fédéral passe les données des fonctionnaires publics à une entreprise privée qui va envoyer les données stratégiques de Brésiliens aux États-Unis, un pays qui n'a pas une législation compatible avec la loi
générale et même pas avec la loi générale européenne pour entraîner les algorithmes d'apprentissage profond, l'algorithme génétique de l'IBM. Donc, il faut ici, pour finir, qu'on mette en question ce type de conduite. Il faut qu'on établisse que la citoyenneté numérique, elle traverse la souveraineté numérique. Pour les pays, pouvoir construire leur structure d'intelligence de machines, infrastructure d'apprentissage de machines, leur infrastructure numérique. Il faut aussi attacher à la souveraineté numérique une souveraineté de données, non seulement la souveraineté basée sur l'État, mais la souveraineté basée sur les localités, sur les communautés. Il faut que les données puissent être changées, rejetées, que la population puisse faire valoir ce qu'elle veut sur les données qui sont extraites de leur segment. Pour cela, les données doivent être proches à ces populations. Et outre cela, plus on est des populations cartographiées, nous laissons tomber nos modèles d'analyse, nos systèmes, notre vision dans l'environnement digital. La citoyenneté numérique, elle passe par la défense de la diversité numérique, de la technodiversité, et lutter pour que nos cosmotechniques, notre vision culturelle et notre intelligence collective puissent être manifestées de façon inventive et créative, et non seulement nous devenir un territoire d'extraction de données pour les grandes plateformes. Citoyenneté numérique exige technodiversité. Merci beaucoup. Muito obrigada, professor Sérgio Amadeu, por nos trazer elementos. Merci beaucoup, professeur Sérgio Amadeus, pour comprendre ce qu'est l'économie de l'attention et aussi le concept de souveraineté numérique, souveraineté de données et aussi un chemin à suivre dans la direction de la résistance citoyenne et la résistance de la démocratie. Et c'est sur la fragilisation de la démocratie, cette question si importante, tout particulièrement dans ce temps. Notre prochaine intervenante, scientiste sociale Laura Trest, journaliste, elle a un master en communication sociale, elle est conseillère représentante du comité gestionnaire de l'Internet au Brésil, est rédactrice des articles 19 et elle milite pour la liberté d'expression en ligne. Elle travaille sur le cadre juridique du secteur et travaille avec la gouvernance nationale et internationale de l'Internet. Laura, quel est le modèle de gouvernance de l'Internet au Brésil et comment ce modèle-là peut se rapporter à la démocratie? Olá, pessoal, boa tarde. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous féliciter Internet sans frontières pour la réalisation de cet événement dans un moment si important de notre histoire en tant qu'humanité. On arrive à comprendre à peine ce qu'est ce processus de pandémie, ce qu'est cette accélération de nous devenir tous très numériques avec des projections d'un futur où l'éducation serait via les plateformes numériques, la santé serait via les plateformes numériques. Et tout d'un coup, tout s'est passé dans un espace de temps très concentré et nous arrivons à apprendre cela. Et des débats comme celui-ci sont fondamentaux pour pouvoir comprendre tout cela et penser aussi les conséquences futures. L'Internet, peut-être pas l'Internet, mais quand on commence à avoir plus de contact avec le web, les pages de web qui sont développées et quand cela vient à être populaire dans le monde, on a eu une période d'effervescence créative très grande. C'était une période d'expérimentation de langage, d'expérimentation, d'innovation. Beaucoup de possibilités se sont ouvertes.
tout le monde avait un blog. Bon, et cette structure, elle a agrandi et on devait créer des règles pour cela. D'abord, c'était des règles plus tournées vers les questions techniques. Donc, on a créé des protocoles, protocoles d'Internet. Alors, on a le IP, un protocole TCP/IP qui a été une grande révolution qui a permis toute la structuration du réseau. Et plus tard, on a eu aussi le développement du web, comme je vous avais dit. Mais peu à peu, la chose commence à créer une complexité, ou des complexités au pluriel. Et pendant longtemps, on trouvait qu'il ne fallait pas de règles, de lois pour régler l'Internet. On a eu la première loi, le premier projet de loi qui a été proposé pour l'Internet au Brésil était un projet de criminalisation de conduite. Et on a eu une grande campagne contre le AI5 numérique. Serge a participé de cette campagne. Et plus tard, on s'est aperçu qu'au lieu de faire un débat sur les limitations dans l'espace numérique, on devrait inverser la logique à propos de quel serait le droit dans l'espace digital. De là, on a eu un débat sur le cadre juridique de l'Internet au Brésil avec une loi qui vise à assurer les droits civils sur Internet. Alors, c'était un historique autour du surgissement, au moins au Brésil, des cadres juridiques autour de l'Internet. Mais par rapport à l'infrastructure et la mise en place de l'Internet au Brésil, on a un modèle qui est très innovateur, qui est le comité gestionnaire de l'Internet au Brésil. C'est un modèle pionnier dans le monde entier où il va rassembler plusieurs parties intéressées pour pouvoir négocier entre elles et tisser des directives pour le développement de l'Internet au Brésil. Donc, c'est un modèle très sectoriel. C'était le premier pays à avoir une structure et qui fonctionne depuis plus de 15 ans avec cette configuration. L'idée du comité gestionnaire de l'Internet dans le pays est celle de réunir donc les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les secteurs des entreprises, les secteurs universitaires, les représentants du troisième secteur et les représentants du gouvernement pour s'attabler, pour s'asseoir autour d'une table et pouvoir débattre. Quelles sont nos différences? Quelles sont, par rapport à ce thème-là, où est-ce qu'on pourrait arriver à un consensus? Où est-ce qu'on pourrait avancer? C'est un modèle vraiment innovant. On a réussi d'une certaine manière à montrer tout cela au monde lors du Net mondial en 2014. A été un forum qui s'est passé comme une réaction à ces dénonciations de Snowden et de surveillance. Et à cette occasion-là, on a rassemblé des gens de plusieurs secteurs du monde entier dans le pays afin de discuter une déclaration de principe. Et à ce moment-là, tous ont pu expérimenter ce qui était négocier un texte ou une position en égalité avec plusieurs secteurs. Et il y avait même physiquement des fils pour parler au microphone qui étaient séparés par secteur. Mais il me semble qu'on entre là dans une nouvelle phase.
de cette révolution qu'on a passée avec le surgissement du web. J'aime bien faire un parallèle avec l'histoire du cinéma. Le cinéma, quand il a surgi, il a eu une grande effervescence, la créativité, les langages. Et peu à peu, l'industrie du cinéma, elle a modelé les langages et a créé des standards. Aujourd'hui, on trouve même bizarre lorsqu'on se voit face à un film qui n'est pas dans le standard de Hollywood, de Rossi et d'esthétique. Je dirais aussi que quelque chose de très proche se passe avec l'Internet aujourd'hui. On a plus de blogs, on a des influenceurs. Et la standardisation, elle se passe dans un niveau très sophistiqué, très détaillé. Des couleurs. Si vous êtes du métier de la technologie, si vous avez un start-up, il faut être violette. Si tu vas faire un website, il n'y a plus colonne verticale. Elles sont toutes horizontales. Si vous allez écrire un code, difficilement tu vas écrire un code du zéro. Tu vas au GitHub. Et cela va créer des standards et des normes qui vont modeler, tout comme le langage qui modèle notre pensée, cela va modeler aussi notre expérience même de vie, ce qu'est vivre aujourd'hui. Cela est modelé par qui? Qui développe ces codes? Certainement, ce ne sont pas les femmes noires. Esses códigos, desculpa, gente. Esses códigos Ces codes sont développés par des hommes blancs du Nord global. Et cela a un impact sur la manière comment on va passer à voir la vie. Pour cela, actuellement, le débat sur la transparence, sur l'algorithme est très important et il passe à être central. Comment on va faire la gouvernance de ces algorithmes? Par rapport à la démocratie, concernant la démocratie, ce qu'on peut apercevoir, c'est que cette polarisation que nous vivons aujourd'hui au Brésil, et non seulement au Brésil, en plusieurs lieux du monde, elle n'est pas quelque chose de spontané. Elle est une conséquence, je dirais même qu'elle est une conséquence de cette pensée binaire. Parce qu'en fin de compte, dans le monde digital, tout est traduit en 0-1. Cette structure, elle vient refléter sur notre façon de se rapporter au monde. La question est que les plateformes numériques, elles ne vendent plus seulement les mixeurs et les liquidificateurs. Elles vendent des idées. Et qui paye plus, qui a plus de capital, peut vendre plus d'idées. Et, encore une fois, la profilarisation et la segmentation de comment on fait la vente de ces idées, elle est très sophistiquée. Alors, si parfois tu es là dans les réseaux sociaux, parfois tu ne vas pas poster, mais tu peux aimer. Si vous aimez les sports radicaux, l'agence de publicité, elle a la photo du candidat qui va sauter un parachute. Si vous aimez les photos de famille, certainement vous allez recevoir une publicité d'un candidat comme étant un père très soigneux. Les conséquences à notre citoyenneté numérique,
est une conséquence, la conséquence est une fragilité de la démocratie elle-même. On commence à mettre en question l'autonomie de nos décisions. Et la démocratie, elle a un impact social, tout comme l'argent, qu'on le croit. On croit qu'un petit morceau de papier a la valeur de 10 euros, de 10 reais. En démocratie, nous croyons aux voix, nous croyons aux boîtes où on va déposer le voix. On croit à ce système pour pouvoir choisir nos représentants. Et cela aujourd'hui, il est mis aujourd'hui au Brésil, il est mis en question ce système de voix. Mais il y a aussi l'autre côté, le côté de la résistance. Ce que nous voyons aujourd'hui, et Florence, elle a cité même la question de coalition de droits en réseau. Ce que nous pouvons voir est une grande mobilisation sociale, mais encore fragile face aux grandes entreprises pour pouvoir participer de la définition de ces productions de standards. On entend parler beaucoup dans le thème de droit numérique, on écoute parler beaucoup de résilience par rapport au réseau, des processus de décolonisation du droit numérique. Et comment on va faire la gouvernance d'Internet dans ce scénario? La gouvernance de l'Internet, qui est très tournée vers une pensée d'infrastructure d'Internet, elle a besoin d'être réinventée. L'Internet, elle a passé à signifier beaucoup plus qu'un réseau de câbles. Elle a passé à signifier ce espace où on exerce notre citoyenneté. Et tout cela en reflet, je crois qu'il vaut la peine de partager avec vous. Ça en reflète dans le comité gestionnaire de l'Internet au Brésil. On fait beaucoup de discussions sur le PL 2630 qui traite de la désinformation et on prévoit la création d'un conseil de transparence. Et aussi, on est face à une question. Bon, à chaque nouveau projet de loi rapporté au monde digital, nous devons créer un nouveau conseil, une nouvelle structure de gouvernance. On a déjà une structure de gouvernance d'Internet au Brésil. Tu ne crois pas que ça serait le lieu pour diriger ces thèmes-là, même si ce n'est pas le thème traditionnel du comité de gestion d'Internet au Brésil? Donc, on se pose ces questions et il est intéressant que la possibilité du comité d'assumer de nouvelles attributions, elle n'est pas éloignée. Il n'y a pas une discordance claire par rapport à cela, par aucun des secteurs. Ce que nous n'avons pas encore prononcé à propos a une liaison avec notre vision et les différentes visions des secteurs de ce qui est le rôle de l'État et quel est le modèle de régulation qu'on croit. Si c'est l'autorégulation, donc il n'y a pas à voir avec n'a rien à voir avec de nouvelles attributions du comité. Donc, je crois que nous changeons. Nous sommes dans une nouvelle phase de cette révolution numérique et que le modèle de gouvernance, il doit se réinventer pour continuer important et incéder de manière signifiante, importante sur le chemin d'Internet dans le pays et dans le monde. Je vais finir par ici. Merci.
Muito obrigada, Laura. Merci beaucoup, Laura, de nous éclaircir et nous montrer les changements qui se passent dans ce contexte et être attentif aux standardisations qui ordonnent notre vivre et qui fragilisent la démocratie. Aussi de nous montrer le chemin pour résister. On pourrait parler un peu plus après sur ce modèle-là. Qu'est-ce que vous encouragez, qu'est-ce que vous pensez à propos de ce modèle? Nous avons la participation maintenant d'un intervenant français. Il a déjà été au Brésil avec Internet sans frontières, Félix Blanc. Il est docteur en sciences politiques, cofondateur de l'ANET, une ONG française qui projette des solutions technologiques pour protéger des organisations de défense dans des ambiances complexes. Et Félix a réalisé des recherches sur l'infrastructure, la gouvernance d'Internet, surtout au Brésil. Il va nous parler un peu de son expérience comme co-idéalisateur de cette entité en France. Avant tout cela, Félix, je voudrais vous dire à tous ceux qui nous voient là, parce que vous pouvez envoyer des questions et nous aurons un petit moment de participation où vous pouvez donc écrire les questions sur le chat et on va les distribuer parmi les intervenants. Boa tarde a todos et todas. Je vais donc parler en français. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Florence de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Alors effectivement, je vous parle depuis la France. Moi, j'habite à Marseille, dans le sud de la France. Et j'ai cofondé une ONG qui s'appelle Danaïd en 2017. C'est une ONG, en fait, pour vous expliquer, qui est issue de la rencontre de 3 personnes qui représentent les différentes couches de l'Internet. Il y a d'abord Stéphanie Lamy qui a été très active au moment de la guerre en Libye et qui a aidé à l'acheminement d'aide humanitaire dans les villes de Benghazi et Misrata en 2011 et qui est aujourd'hui devenue spécialiste sur les sujets de désinformation sur les réseaux sociaux. Elle a notamment travaillé sur les dernières élections américaines et sur le mouvement Stop the Steal. Il y a également quelqu'un qui s'appelle Richard Brooks, qui est ce qu'on appelle notre CTO, Chief Technology Officer, qui est spécialiste en cybersécurité. Et j'avais travaillé avec lui dans le passé en Afrique de l'Ouest, parce qu'il a conçu là-bas des outils pour lutter contre la surveillance de masse et contre la censure. Et enfin, moi-même, donc comme vous l'avez dit, merci Jacqueline, j'ai beaucoup travaillé sur les infrastructures de l'Internet et sur la gouvernance de l'Internet au Brésil, avec Laura, avec beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément là ce soir et que je salue. Et nous avons travaillé sur le câble Elalink à l'époque avec Florence, un projet de recherche où l'idée c'était déjà de travailler sur une infrastructure mondiale, mais en ayant la perspective, disons, des populations locales. On a notamment travaillé avec des personnes qui travaillent sur les réseaux communautaires en Amazonie, ou aussi avec certaines favelas de Rio, sur un séminaire de réflexion qui s'était tenu à Rio en 2018. Voilà, et effectivement, Internet aujourd'hui, je dirais que c'est un moment de crise. On a pu effectivement, après les espoirs suscités par cette technologie, on a rapidement compris qu'il y avait des limites et que c'était même un danger sur plusieurs sujets. Et c'est ce qui a poussé Stéphanie, Richard et moi à créer cette ONG. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment pour répondre à 2 problèmes. Le premier, c'est la surveillance et la concentration des pouvoirs qui sont aujourd'hui absolument gigantesques. Et le deuxième, c'est la fragmentation d'Internet
et les dangers que ça fait peser sur la démocratie, mais pas seulement, aussi sur tous les défenseurs des droits et aussi dans le domaine de l'aide humanitaire. L'exemple sur lequel on a beaucoup travaillé avec Stéphanie, c'est la Syrie, le fait que des organisations humanitaires soient ciblées, notamment au niveau de la désinformation, est un gros problème aujourd'hui. Donc, je vais revenir d'abord sur le premier problème qui a été déjà développé, et je l'en remercie par Sergio dans la première exposé. Il est vrai qu'aujourd'hui, la concentration du pouvoir s'explique par ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de surveillance, par la captation de la valeur produite par l'usage d'Internet, par l'usage de cette technologie, par un tout petit nombre d'acteurs. Et ça a été expliqué et dit dès 2013 par Edward Snowden, au moment des révélations qu'il avait pu faire au sujet des entreprises privées, d'une part comme les GAFAM, et aussi les fournisseurs d'accès à Internet, et d'autre part au niveau des réseaux internationaux, donc notamment les câbles sous-marins d'Internet, qui sont aujourd'hui, on va dire, le cœur de la structure du réseau Internet. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la fragmentation de l'Internet. Il y a effectivement, Internet a été considéré au début comme un outil qui permettrait de plus d'horizontalité. C'est ce qu'on appelle le principe du peer-to-peer. C'est l'idée que Internet permet notamment d'abolir un certain nombre de hiérarchies. Il y a un diplomate français qui s'appelle Michel Duclos qui a beaucoup réfléchi à cette question sur l'arrivée des emails dans la diplomatie, notamment française, et les effets que ça a pu avoir sur les codes et sur les codes en termes de hiérarchie qu'il y avait auparavant dans la diplomatie, qui est extrêmement codifiée dans ses pratiques et hiérarchisée. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui à quel point Twitter est devenu aussi un outil qui peut parfois placer des individus qui ne sont pas du tout au même niveau de pouvoir à égalité. Donc on retrouve encore aujourd'hui ce phénomène, mais derrière ça, il y a eu malheureusement, disons, une captation de ces phénomènes et une utilisation de ces phénomènes pour manipuler les populations. Et on l'a vu notamment lors d'élections comme aux États-Unis ou dans d'autres pays, au Brésil aussi, même si c'était le réseau WhatsApp qui était aussi mis en cause à l'époque. Cette fragmentation, elle est liée aussi au fait qu'elle présente un risque élevé de fragmenter le corps social et que, si vous voulez, la cartographie de la haine en ligne se retrouve ensuite dans les irruptions de violence physique sur le terrain. Donc il y a une avance, si vous voulez, il y a en quelque sorte un temps d'avance entre ce qui va pouvoir se passer sur Internet et ensuite des irruptions de violence. On l'a encore vu en France récemment, mais c'est un phénomène qu'on retrouve à l'échelle mondiale. Et les grandes plateformes comme Facebook, par exemple, sont vraiment dans l'obligation aujourd'hui de combattre ces phénomènes parce qu'il a pu aboutir à des guerres civiles, voire à des mouvements de type génocide. C'est ce qui s'est passé à Rocinha ou ce qui se passe actuellement au Cameroun. Au Cameroun, il y a eu une guerre civile en ce moment dont on parle assez peu, mais qui se passe dans la partie anglophone du pays et qui est aussi liée à le fait que les réseaux sociaux ne sont pas modérés. Donc ça, c'est un enjeu auquel nous essayons aussi de répondre parce que la désinformation, l'usage de la désinformation, aujourd'hui, ça participe au rétrécissement de l'espace civique et ça participe donc à l'épuisement des démocraties représentatives. C'est vraiment un phénomène partagé. Donc, pour répondre à ces deux défis, donc d'un côté, le fait que nos données personnelles, l'ensemble de notre vie, comme le disait Sergio, est aujourd'hui l'objet de surveillance et que cette surveillance alimente la concentration de pouvoir et la concentration économique.
et d'autre part, le fait que Internet et les réseaux sociaux sont aujourd'hui, disons, détruisent notre démocratie et en plus ont des effets physiques, parfois sous forme de harcèlement, sous forme qui aboutissent à ce que des personnes sont contraintes de quitter des plateformes ou ont des difficultés dans leur vie sociale en raison de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ces deux phénomènes-là, si vous voulez, on essaye de les combattre en répondant à un principe, plutôt à une aspiration qui est de se ressourcer à ce qu'étaient les bases de l'Internet. Donc, avec Danaïd, on développe des outils technologiques pour reconstruire en quelque sorte Internet en repartant de certains principes qui étaient à l'origine et en ajoutant d'autres à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Les sources d'Internet, enfin disons ce que nous essayons de mettre en place dans notre propre approche, dans notre propre vision d'Internet, c'est pas tellement la décentralisation parce que ça suppose une centralisation, c'est plutôt l'absence de centralité ou l'absence de centralisation. Ça, c'est un premier point. C'est cette vision qu'un théologien qui s'appelait Nicolas de Cuse, il y a quelques siècles, en Espagne, quand il s'agissait de savoir où était le centre de l'univers, il avait imaginé cette idée que il y avait en fait une infinité de centres de l'univers. C'était une vision, si vous voulez, théologique et aussi cosmologique, qui me semble intéressante pour penser aujourd'hui une autre façon de concevoir Internet, une autre façon de concevoir les réseaux. Et ce n'est pas simplement, cette fois-ci, des concepts abstraits, ça peut être des outils très simples, comme par exemple les mesh networks qui se développent aux États-Unis et ailleurs, ou des réseaux de ce qu'on appelle de circuits courts de l'Internet, qui permettent de faire en sorte que l'Internet disons, ne dépasse pas les limites d'une communauté, les communications entre les individus, si ce n'est pas nécessaire. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, 80% des données des Français, des Françaises, sont hébergées aux États-Unis. Ce qui signifie que tous les jours, parfois pour des activités qui concernent vraiment le quotidien et le local, les données traversent l'Atlantique et reviennent. L'idée, cette acentralisation d'Internet, c'est l'idée qu'on doit éviter ce type de phénomène de recentralisation. Et la technologie, aujourd'hui, le rend possible. Le deuxième point, et c'est fondamental pour lutter contre aujourd'hui l'aliénation dont parlait Sergio, c'est la participation à la gouvernance, qui doit aller plus loin. Et je pense que ce que disait Laura était important sur le CGI, sur cette instance qui participe directement à la gouvernance d'Internet au Brésil et qui est très importante. Je pense qu'on doit aller plus loin dans le sens où les utilisateurs doivent participer à la conception des applications qui gouvernent leur vie. Ça, c'est un point qui n'est pas simplement la défense des droits au niveau législatif, mais vraiment l'idée qu'on peut construire les applications qui vont avoir des effets directs sur nos vies. Je pense que c'est un principe que le CGI défend aussi, mais je veux dire que nous, on essaye de le mettre en pratique et je vais expliquer rapidement pourquoi. Le dernier point, c'est la subsidiarité. C'est l'idée que j'exprimais rapidement tout à l'heure, qu'on ne doit pas... si quelque chose peut être traité au niveau local, si un message, si des informations peuvent rester au niveau local, il n'y a pas besoin de les faire remonter à un niveau supérieur. Voilà, ces principes-là, il y en a bien sûr d'autres, et je n'ai pas le temps de les développer, mais on les applique à trois niveaux. La première, c'est en renforçant la confiance qu'il peut y avoir entre les défenseurs des droits humains. Parce que pour qu'un groupe, disons, puisse agir et augmente sa puissance d'agir, il faut qu'il y ait au sein de ce groupe une confiance qui passe aujourd'hui par des outils technologiques et notamment dans des environnements particulièrement hostiles, des groupes qui sont ciblés
des groupes qui sont surveillés. Ça, c'est un point important et c'est ce que nous nous efforçons de faire avec les outils qu'on développe. En produisant, en leur garantissant l'anonymat, c'est-à-dire tout simplement en offrant une technologie qui permet que les communications, par exemple, au sein d'une ONG soient sécurisées par l'anonymat, c'est-à-dire que personne de l'extérieur ne puisse accéder à ce qui se passe et savoir qui écrit quoi au sein de cette organisation. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de gouvernance, mais ça veut dire que si on se place du point de vue d'un gouvernement, par exemple, qui cherche à, disons, à recueillir des données sur un individu ou cherche à savoir qui est le chef ou qui a de l'influence, on rend opaque, une opacité de l'ensemble des échanges qu'il y a au sein de cette organisation. Le deuxième point, parce que je termine avant l'idée, c'est de travailler sur des petits réseaux de confiance, des petits réseaux qui peuvent aller jusqu'à 150 personnes et ne pas chercher des applications qui vont tout de suite être téléchargées par des millions de personnes. L'idée, c'est d'avoir des applications qui soient co-construites avec des petits groupes et à partir de ces petits groupes, de reconstruire Internet. Donc, le deuxième point, c'est évidemment de passer à l'échelle. Une fois qu'on a installé au sein d'un réseau cette confiance avec ces outils, c'est de renforcer la confiance qu'il y a avec des acteurs de plus grande taille. Je pense dans le milieu des ONG, avec des grandes ONG internationales, par exemple, et de favoriser la collaboration entre des petites ONG locales qui cherchent à obtenir des financements, par exemple, qui cherchent à collaborer avec des grandes ONG, entre ces petites ONG locales et les grandes ONG. Donc, sur ce point, là, c'est ce qu'on appelle les différents degrés d'accès aux données. C'est ce qui permet d'avoir en fait un système d'accès différencié en fonction des droits utilisateurs, ce qui permet de partager les données entre, par exemple, des données de violation des droits, entre une petite ONG qui va conserver une partie des données et une grande ONG. Enfin, et c'est mon dernier point, ce sur quoi on travaille, c'est une fois qu'il y a eu cette mise en réseau des acteurs, c'est la construction de nouveaux standards. Je crois qu'on l'a dit aujourd'hui, la gouvernance de l'Internet est en panne pour différentes raisons, et il y a besoin de reconstruire un certain nombre d'instances de régulation. Nous, on le fait sur 3 points. On le fait notamment sur le domaine de la blockchain, qui aujourd'hui est une technologie qui est en train de se standardiser à l'échelle internationale et qui, au début, c'était essentiellement le Bitcoin, mais aujourd'hui, elle est utilisée dans beaucoup, beaucoup de domaines et on essaie de l'appliquer, nous, dans le domaine de la défense des droits humains et de l'aide humanitaire. Avec cette idée que la blockchain permet justement d'éviter la centralisation, d'éviter ces phénomènes de centralisation dont j'ai parlé tout à l'heure. On collabore également sur ce qui s'appelle le Guardian Project, qui est un projet pour permettre aux témoins, par exemple dans une guerre civile, de produire des preuves qui soient valables devant les instances internationales, avec des métadatas qui sont incorporés dans les images ou dans les vidéos. Donc ça, on travaille et c'est aujourd'hui, ça permet de construire plutôt des standards au niveau juridique, mais qui sont en fait incorporés dans la technologie. Et enfin, un autre point important au niveau de la recherche, c'est qu'on travaille sur les outils d'anonymat et de cybersécurité. On travaille avec une plateforme qui s'appelle Fabric, qui est basée aux États-Unis et c'est une collaboration Union européenne-États-Unis. Et l'idée, c'est de renforcer la sécurité d'outils qui sont cette fois-ci utilisés par un très, très grand nombre d'utilisateurs. On a travaillé sur le navigateur Tor. Et lors d'un projet de recherche avec l'Union européenne qui vient de se clore, on a démontré sur cette plateforme que le navigateur Tor avait un certain nombre de limites. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des révélations cet été en août sur la sécurité de ce qu'on appelle les net flows, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès peuvent collecter des données
de l'ensemble du trafic. Et pour tout ce qui est VPN ou, par exemple, Tor, en fait, réussir à repérer, parce qu'ils ont une vision un peu globale de l'Internet, ce qui était considéré comme impossible jusqu'à présent. Eh bien, aujourd'hui, il y a un risque qui pèse sur les VPN et sur Tor en particulier, qui a été un des premiers outils d'anonymat. Et nous, ce qu'on a démontré, c'est qu'avec notre outil, c'est-à-dire de petits réseaux qui protègent, qui utilisent Tor, mais qui renforcent la sécurité de Tor, il n'y avait plus ce risque. Qui aujourd'hui, ces données-là sont vendues comme beaucoup d'autres. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec l'affaire Pegasus, hein, sachant que voilà, je crois que le chiffre c'était 30 000 euros par individu, je ne sais plus. Le prix d'un individu très recherché par les services de renseignement, si on vend les données, c'était, je crois, quelque chose comme 30 000 euros. Bon, en conclusion, aujourd'hui, nous travaillons concrètement sur 2 projets pour mettre en œuvre tout ce que je vous ai dit. Le premier, c'est une application pour aider 2 associations de défense des droits des femmes au Tchad à collecter les données. Et le deuxième, c'est un projet européen dont on vient d'apprendre qu'on avait été retenu par la Commission européenne pour travailler sur la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec les Africtivistes, qui sont une grande plateforme de blogueurs et activistes africains. Travailler en fait à créer un réseau sécurisé d'alerte et de surveillance, enfin d'alerte ou de surveillance au bon sens du terme, de vigilance, on va dire, sur les réseaux sociaux. Avec tout un système qu'on va mettre en place d'analystes et de riposte aussi. Avec la question qui se posera, c'est le travail avec les plateformes comme Facebook. C'est-à-dire, notre idée, c'est qu'au lieu de se fier aux algorithmes de Facebook, c'est de disposer et de créer un système d'alerte qui ne repose pas sur des algorithmes automatiques où ils reconnaissent, par exemple, les vocables dits haineux ou dangereux, et d'avoir un système propre que les organisations africaines puissent, disons, maîtriser. Donc voilà, il s'agit donc, comme je le disais, de reconstruire l'Internet par le bas en travaillant à l'échelle globale avec des communautés qui sont en ligne, mais aussi hors ligne, parce que nos applications qu'on conçoit, par exemple, au Tchad, fonctionnent hors ligne. C'est un point très important pour lutter contre la surveillance, mais aussi pour favoriser la sobriété au niveau des ressources. C'est d'avoir des applications qui fonctionnent hors ligne et que ça devienne un principe pour préserver aussi notre capacité d'attention, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà, donc je vous remercie. Je suis prêt à répondre évidemment à vos questions et je remercie beaucoup les organisatrices pour cet événement. Obrigada, Félix Blanc. Merci beaucoup, Félix Blanc, de nous apporter votre expérience et de nous montrer les plusieurs possibilités de protection et de résistance. À la limite, d'une certaine manière, contribuer pour affaiblir ce capitalisme numérique. Nous avons encore quelques questions où nous pouvons discuter encore sur quelques questions. Florence, vous pouvez poser une question ou faire une considération? Alô? Sim. Oui. Merci beaucoup de toutes les interventions. Je crois que nous avons pu faire un tour général sur tous les enjeux que nous avons aujourd'hui avec la question de l'Internet et de la gouvernance aussi. J'aurais une question bien spécifique, en fait, deux questions. D'abord, une question plus conjoncturelle dans le sens où la France et le Brésil seront l'année prochaine, elles passeront un processus d'élection
la France en avril, le Brésil en octobre. Nous savons là qu'il est un moment très, très critique. Félix, il a même dit un peu sur cela à la mesure où on voit comment un processus d'algorithme peut mettre un thème et construire un débat avec ses propres critères. Et cela va avoir des effets fondamentaux à la manière et à la construction de l'opinion publique collective. D'abord, je voudrais demander à chacun de panélistes, chacun va avoir une vision pour s'exprimer à propos. Je voudrais savoir comment cela va se déployer, quelles sont les perspectives que vous voyez si nous considérons ce que nous avons déjà vu en 2017, ce qui a été le cadre des élections aux États-Unis aussi, quels seraient les pronostics que nous pourrions en avoir et quelles seraient les mesures législatives à niveau mondial pour, pas, dans ce cas-là, il ne serait pas législatif, mais des mesures prises au sein des organisations internationales pour pouvoir mitiguer cela. Et la deuxième question, peut-être à Laura et à Serge, par rapport aux réseaux locaux que Félix a même pu commenter, la forme de décentraliser les processus de globalisation, mais la construction dans ce monde numérique. Comment vous voyez cela en pratique lorsque nous voyons le chemin un peu plus ou moins opposé qui suivent par là? Et en plus, je vous remercie énormément parce que c'est une interaction très importante pour pouvoir suivre les compréhensions des priorités actuelles. Je peux commencer? Oui. J'ai écrit que je voudrais commenter l'exposition de Félix. C'est exactement sur ce point, Florence. Ce point-là que vous avez mis en détail. Dans les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec des réseaux communautaires dans des localités Por exemplo, où il n'y a pas de connexion. Par exemple, je peux monter un réseau communautaire dans une tribu Yanomami il y a 2 années. Et là, on n'avait même pas les connexions par satellite. Qu'est-ce qu'on a fait alors? Félix, il a parlé des applications qui vont marcher seulement sur place, par exemple. Tous les indigènes, ils avaient un téléphone mobile, mais il n'y avait pas le signal. Donc, pourquoi ils avaient le téléphone mobile? Pourquoi ils en utilisaient? Ils achetaient des puces et des cartes mémoire de chips avec des contenus multimédia. Et ils regardaient et il y avait une collaboration. Ils achetaient au kiosque journaux local. Il y avait un contenu très varié, le feuilleton télévisé, les comédies. Ils s'échangeaient entre eux les puces de mémoire. Donc, c'était un display de vidéo, le téléphone mobile. Et ils n'avaient jamais utilisé le mobile pour téléphoner, par exemple, de manière effective. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On a pris, dans ce cas, on a construit un réseau local. On a utilisé une application qui s'appelle Elastix, un software libre de téléphonie. Pour la première fois, dans cette tribu-là, ils ont pu, qui était dans le village, ils ont pu parler avec celui qui était au bord du fleuve. Donc, ils n'avaient plus besoin de se déplacer pour dire que le dîner était prêt, etc. C'était la première fois qu'ils ont utilisé le téléphone mobile pour téléphonie. Alors, pour moi, ça fait beaucoup de sens, ce que vous dites là. La première expérience que j'ai eue
avec des réseaux communautaires. C'était dans une communauté, dans une association appelée la Maison des enfants de garçons. Même si elle s'appelle comme ça, elle est menée par des femmes dans la banlieue de São Paulo. Et ils avaient un réseau local et ils développaient leurs propres applications, leurs propres technologies. Et ils ne voudraient pas se connecter sur Internet. Et on pensait, comment la personne, elle peut ne pas vouloir se connecter sur Internet? Tout le monde veut l'Internet. Et la logique de ces personnes-là, de cette communauté-là, c'était, si on se connecte sur Internet, on va se connecter, on va générer encore un usager de Facebook. Ce que je voudrais, c'est que la personne qui est là dans les funérailles dans sa région, il y avait des services funéraires là-bas. Ce que je veux, c'est que cette personne-là, elle est là sans rien à faire, ou dans un hôpital public, par exemple, elle va attendre 8 heures pour arriver chez le médecin. Je veux qu'elle puisse trouver un réseau libre pour pouvoir utiliser le téléphone mobile et qu'elle puisse trouver ce réseau. Et qu'elle puisse avoir accès aux contenus qui ont été produits par notre succession, nos vidéos, et qu'on a rendu possible dans les applications qu'on a fait pour nous-mêmes. Et cela a changé tout mon abordage par rapport au réseau communautaire parce que je trouvais que forcément, quand je parlais de connectivité, on devrait parler d'Internet. Mais j'ai vu que pour quelques communautés, ça n'avait aucun sens. Et pendant longtemps, je travaillais avec le thème d'inclusion du numérique et j'étais aussi très inquiète de la question de connexion sur Internet. Et lorsque vous parlez que nous devons, que les personnes doivent participer au développement des applications, je réfléchis à cette standardisation qui se passe au niveau des algorithmes. Aujourd'hui, je dirais qu'une personne dûment appropriée du monde numérique, elle doit savoir connaître le code, connaître les algorithmes. Sinon, cette appropriation ne sera pas complète. Alors, l'idée d'inclusion du numérique, je crois que le débat mondial aussi, il se penche sur cette question-là lorsqu'il parle de connexions signifiantes, importantes, mais c'est un débat qui n'est pas encore atteint le niveau qui cela peut signifier s'approprier aussi de langage et participer de la construction de ces applications. J'ai bien aimé votre exposition, Félix. Un plaisir de vous rencontrer encore dans un débat. Par rapport à votre question, Florence, sur la conjoncture et les perspectives pour l'année prochaine, je crois qu'il y a une certaine fragilisation de ce pacte social qui est la démocratie. Et il est provoqué par le message, bien sûr, les messages qui circulent, et la désinformation, surtout par rapport aux élections au Brésil, simplement. Mais aussi, cette fragilisation, elle est provoquée par l'induction de la consommation d'informations, l'effet des bulles, on ne reçoit que des informations de notre biais de confirmation, on ne fait que réaffirmer nos croyances. Et tout cela va rendre le processus démocratique cette croyance à ces processus, parce qu'elle est nécessaire pour ce pacte, elle est très fragile. Je ne sais pas exactement quel serait le remède pour cette fragilité.
mais c'est quelque chose que je vois avec beaucoup d'inquiétude. C'est moi maintenant, c'est à moi mon tour. Bien. Je remercie Florence. Je vous remercie. Je voudrais ici complimenter Félix et Laura de leur exposition qui nous a suscité des questions extrêmement cruciales pour pouvoir régler ou agir sur ce terrain qui est extrêmement complexe. Je voudrais parler rapidement de deux questions que Florence nous a apportées. D'abord, je ne crois pas que la technologie a créé la désinformation. Non. Je ne crois pas parce que, à cause de recherches que je suis depuis le siècle dernier, lorsqu'on a vu l'apparition de l'Internet, depuis l'expansion du Twitter, il y avait une éthique différenciée. Ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de l'extrême droite mondiale, riche, avec beaucoup de capitaux, a rompu avec la démocratie et a décidé d'affronter ceux qui ne sont pas d'accord avec ces principes à travers le réseau numérique. Bolsonaro au Brésil, dans une campagne électorale où tout le monde cultivait la télévision, il a eu 9 secondes et il a pu organiser la campagne la plus chère. J'étudie l'Internet depuis longtemps. Il a pu c'était une campagne distribuée en réseau, une campagne qui a compté en tant que la justice électorale regarde le comité du candidat et contrôle les postages du comité. Il me semble naïf. La campagne électorale n'est pas faite principalement par le comité des candidats. Surtout celle de Bolsonaro, elle est faite de façon distribuée, avec beaucoup de chefs d'entreprise qui achetaient des logiciels de WhatsApp Business, liste de transmission de plus de 100 000 personnes. Nous avons ce matériel, nous avons rendu à la justice électorale, qui est une justice politique. Elle n'a pas chassé la candidature de Bolsonaro parce qu'elle n'a pas voulu. Et donc là, elle encourage quelques mecs qui veulent surveiller la petite vieille de Taubaté, de la province de São Paulo, ou ma cousine de la périphérie d'un grand centre urbanisé. Avant-hier, il y a eu un sondage qui montre sur le Telegram que la source de désinformation, ce sont des vidéos qui sont coupées de YouTube. Donc, d'où vient la source de désinformation au Brésil? D'abord, c'est dans le palais du Planalto avec l'actuel président de la République qui dit que ceux qui vont se faire vacciner vont attraper le sida ou vont baisser leur immunité. Le négationnisme. Alors, en fait, ce qui se passe, comment éviter cela? On devrait prohiber le WhatsApp Business, on n'éviterait pas la désinformation, mais on réduirait les messages en masse. Le WhatsApp est utilisé par 98% des Brésiliens et des Brésiliennes. C'est là le duct de messages en masse de désinformation. Deuxièmement, avoir un comité de la société civile qui puisse surveiller le YouTube. Troisièmement, n'importe quelle monétisation de contenu, elle doit être relevée, visible, de façon très claire à tout le monde. Combien on a dépensé pour monétiser n'importe quel contenu. Mais cela, les personnes ne veulent pas. Parce qu'il y a beaucoup de partis démocratiques qui utilisent le WhatsApp Business et beaucoup de gens qui ne veulent pas parler combien ils dépensent pour pousser le contenu de sa campagne électorale. Non celle qui est centralisée, celle du comité électoral doit informer, renseigner à la justice, mais celle qui n'est pas centralisée. Mais nous avons donc ce problème-là. Mais donc, il faut un traité de contrôle des plateformes internationales et un traité de démilitarisation de l'Internet dans le monde, parce que l'Internet dans le monde, elle est de plus en plus capturée par les mécanismes de surveillance et de sécurité. Ici, je ne pourrais pas exposer à cause du temps, mais je voudrais dire avant
et Félix et Laure, ils ont dit des choses qui m'ont beaucoup plu par rapport aux réseaux locaux. Je connais quelques expériences, mais je crois que nous devons être là, les fonctionnaires locaux, un data center distribué, infrastructure distribuée et utiliser cette question de la souveraineté locale, de la souveraineté des communautés sur leurs données. Et cela peut être fait de façon technologique. Il y a plusieurs possibilités. Et aussi de distribuer des contenus sans dépenser beaucoup d'argent avec des réseaux mesh, ce réseau de partage, ces infrastructures de dernière mille. Et je voudrais dire encore, je remercie beaucoup la possibilité d'être ici, de pouvoir participer. J'ai un cours à donner maintenant, donc je pourrais rester juste un tout petit peu. Merci. Je vais juste sur ta question, Florence. Déjà, je vais faire une annonce, c'est que la cofondatrice d'Anaïs, Stéphanie Léamy, va sortir un livre dont le nom est Agora Toxica en janvier, qui contient beaucoup indirectement ou directement de réponses à cette question parce qu'elle a étudié vraiment de très près ce qui s'est passé aux États-Unis, pas ce qui s'est passé au Brésil, mais Sergio l'a bien rappelé. Et en France, elle étudiait aussi euh, de façon extrêmement détaillée ce qui se passe actuellement. Juste pour vous donner un exemple, elle s'est fait bannir de Twitter pour avoir enquêté sur le rôle de Twitter dans l'élection américaine, parce qu'elle avait tout simplement démontré que non seulement leur modèle économique, mais aussi leur absence de réaction face au mouvement Stop the Steal, qui était le mouvement qui a failli faire basculer les États-Unis dans un chaos complet et le monde avec. C'était un moment qui était en partie lié à la responsabilité de Twitter. Et quant à la France, elle a aussi dit que beaucoup travaillé sur les syndicats de policiers et leur rôle aussi dans un certain nombre de violences qui sont aujourd'hui accentuées par leur comportement dit en meute sur Twitter. Donc ce livre je pense, permettra de répondre à certaines questions. D'un point de vue plus institutionnel, moi j'ai plutôt travaillé sur les institutions. Je pense que les grandes démocraties devraient se munir de véritables services pour identifier les mouvements, parce que la désinformation, il y a les comportements individuels qui peuvent être régulés par les plateformes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les opérations d'influence. Les opérations d'influence ça peut être des groupes privés, ça peut être des États étrangers. Et je pense que c'est de l'intérêt non seulement des démocraties, mais aussi de l'indépendance des États de se doter d'une capacité d'équipes qui ont des capacités, qui travaillent avec la société civile, sans être dans le renseignement, on va dire, militaire, mais dans le renseignement civique, pour protéger ces espaces publics. Et c'est pour ça que nous, c'est l'objectif de ce projet que qu'on va mener en Afrique de l'Ouest, de renforcer la capacité non seulement de la société civile, mais aussi des États à protéger les populations et l'espace civique contre des stratégies d'influence qui peuvent être extérieures. Voilà. Merci beaucoup aussi. Je termine. Il est tard en France, alors je suis désolé, je commence un peu à sombrer, mais je vous remercie pour cette invitation et cette chance de pouvoir revivre un petit peu voilà, ces quelques mois que j'ai vécu au Brésil et que j'espère on pourra bientôt se revoir. Voilà.
Mais alguma questão? Encore des questions? Nous pouvons clore, Florence? Donc, on va finir ces premiers jours de débat. Nous remercions beaucoup aux intervenants, aux participants aussi. Nous invitons toutes et tous au prochain débat. Le programme complet est publié sur le site de l'Association Internet sans frontières et de l'Alliance française aussi de Belo Horizonte. Merci beaucoup à tous et merci de votre participation. Je vous remercie. Obrigada. Tchau, tchau. Au revoir. Au revoir. Obrigado.